Bonjour Daniel, bienvenue à cette deuxième capsule avec nous. Merci d'avoir accepté de venir partager tes réflexions et ton expertise sur le sujet de la famille puis de la bioéthique dans le cadre du projet Sa vie LGBTQ, sur les savoirs et sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. Donc, tu es collaborateur dans la recherche partenariale Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. Tu es aussi juriste, membre du laboratoire d'études sur le genre de l'Université de Paris 7. Et tu es aussi chercheur associé du CERSA SNRC de Paris 2. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de ton livre que tu as publié en 2018, qui s'intitule La famille par contrat, que j'ai pu feuilleter un petit peu aussi. Donc, dans ton ouvrage, tu constates que la bioéthique fait ombrage à la liberté individuelle de disposer de son corps, entre autres en matière de sexualité et de procréation. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus avec nous sur ce constat? D'accord. Merci et merci Gabriel pour l'entretien et avant tout, je voulais remercier tous les amis de Montréal. Et voilà, donc j'ai commencé par cette histoire de contractualisation des liens familiaux parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, d'un point de vue juridique, une tension en France entre les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Cour de cassation. Donc, en fait, quand je voyais la manière dans laquelle les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme allaient dans le sens d'une plus grande protection des différentes formes de vie familiale, des différentes formes de nouvelles formes de conjugalité, etc. Ça, et je voyais une sorte de réticence ou de rigidité de la part de la Cour de cassation française. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait deux conceptions différentes de la famille. Il y avait de la part de la Cour européenne des droits de l'homme l'idée que juridique, le sujet juridique de la famille était l'individu et qu'on protégeait la vie familiale en tant que prérogative de l'individu. L'individu a une vie familiale. Et cette idée de vie familiale est un article, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est au même niveau, qui a la même protection que la vie privée, ce que les anglo-saxons appellent privacy. Donc il y avait en quelque sorte l'idée que la vie familiale est au service de l'individu. Et donc à partir de cette notion de la vie familiale comme un droit subjectif de l'individu, permettait de développer toute une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de famille homoparentale, des parents transidentitaires, des reconnaissances des nouvelles formes de conjugalité, d'union civile, etc. Alors que dès lors que je me reportais à la logique et aux décisions de la Cour de cassation, la Cour de cassation partait plutôt d'un modèle civil du Code Napoléon, qui était celui donc d'une famille comme construction juridique et sociale qui était la famille bourgeoise, enfin la famille nucléaire, organisée autour effectivement de l'homme et la femme, avec des rôles spécifiques et des rôles parentaux, de mère et de père, et donc y compris le fait qu'il y avait la légitimité de la filiation à partir du mariage et que les enfants qui étaient nés hors mariage étaient des enfants qui n'étaient pas légitimes, etc., etc. Donc il y avait d'un côté une idée institutionnelle et modélique de la famille qui provenait du Code Napoléon, si après je peux approfondir d'où ça vient aussi, cette idée d'une famille, d'un modèle familial. Et de l'autre côté, il y avait un autre modèle, enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas un modèle, mais qui n'était pas fondé sur l'institution, sur la différenciation de rôles, sur l'organisation de la parenté et de la filiation telle qu'on l'a dans les codes civils, mais qui était donc fondée sur l'idée que la vie familiale, la famille, est une construction de l'individu et que chaque individu va construire sa famille. Donc tu vois déjà les points de départ radicalement opposés de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je me suis dit, bon, prenons au sérieux ce qui constitue pour nous l'instrument principal, puisque la Convention européenne a une valeur supranationale, y compris supraconstitutionnelle, c'est-à-dire que la Convention européenne est hiérarchiquement supérieure à la Constitution française et au Code civil français, bien évidemment. Et donc, en fait, je me suis dit, prenons au sérieux la Convention, la jurisprudence de la Cour européenne est considérée qu'on ne peut pas partir de la famille en tant que sujet, en tant que structure. Bon, non, on ne peut pas, puisque le seul sujet des droits qui est protégé par cet instrument de droits fondamentaux, c'est l'individu. Partir de l'individu, c'était partir de la manière dans laquelle il fait famille.
et comment il fait famille. Et donc, moi, je me suis dit, ça, c'est une conception qui n'est pas institutionnaliste, telle qu'on la voyait dans les codes civils et dans la tradition du Code Napoléon, mais une tradition contractualiste. C'est-à-dire, je suis capable de construire avec l'accord d'autrui quelque chose de différent qui serait une famille, qui n'est pas tout à fait moi, qui n'est pas tout à fait mon partenaire, qui n'est pas tout à fait mes enfants, que ce soit des enfants adoptifs, que ce soit des enfants biologiques dans une relation hétérosexuelle intérieure, que ce soit des enfants issus d'une procréation médicalement assistée ou d'une gestation pour autrui, que sais-je encore. Mais c'était quelque chose qui était de l'ordre effectivement de la famille construite, la famille comme un construit social. Alors qu'on était dans une tradition, et on le voit encore dans certaines décisions récentes de la Cour de cassation, à une idée de la famille un peu comme la famille naturelle, la famille, bon, on revient un peu à cette idée de l'autre capsule de l'hétérosexualité implicite. Puis quel est le lien entre cette histoire du droit et cette histoire de la famille et l'homoparentalité? Eh bien, moi, je pense qu'au fond, quand j'ai dit qu'il y a une résistance à l'homoparentalité, à la fois de la part des juristes, de la part de la cassation, de la part des institutions, c'est pas simplement qu'il y a une résistance homophobe, entre guillemets, mais une résistance à cette idée que j'avais essayé d'expliciter au départ, qui était l'idée que chacun peut faire la famille qui lui convient. C'était en quelque sorte de laisser dans les mains des individus la construction de quelque chose qui était considéré comme trop importante, comme la famille. Parce qu'il faut voir que quand on prend le Code civil, il y a avant tout l'appartenance de l'individu à la France. C'est la question de comment on appartient à une nation. Et donc, en fait, la famille était en quelque sorte, dans l'esprit du Code civil, une petite nation. Et si la famille est en quelque sorte une petite nation, on ne peut pas laisser aux individus de faire ce qu'ils veulent au sein de la famille parce qu'il y a donc l'appartenance à la France dans les codes civils et puis l'appartenance à la famille bourgeoise, hétérosexuelle, etc. Bon. Donc il y avait cette idée que l'institution dépassait l'individu. Alors que quand j'ai fait mon travail à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, je vais placer l'individu comme plus important que la tradition et comme plus important que l'institution. Et donc l'individu peut choisir ses traditions et peut choisir de sortir de l'institution et peut créer de formes de vie familiale différentes. Et peu importe ce qui dit le code civil français ou la tradition anglaise ou le code allemand ou le code espagnol, ce qui compte aujourd'hui dans cette vision contractualiste de la famille, c'est le comportement social. Autrement dit, peu importe que ce soit un homme, une femme, que ce soit un homme trans, une femme trans, transgenre, enfin, l'important, ce qu'on va regarder d'un point de vue de la jurisprudence de la Cour européenne, c'est qui s'est comporté comme parent. Peu importe que ce soit la femme qui ait le rôle maternel ou l'homme le rôle maternel ou que ce soit une femme cisgenre ou une femme trans, enfin, ça, ce n'est pas significatif, ce n'est pas relevant, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas important d'un point de vue juridique. Ce qui compte, c'est celui qui a assumé la fonction parentale. Et cette fonction parentale, du point de vue de ma théorie contractualiste, la fonction parentale n'a pas de genre. D'accord, c'est bien intéressant, puis c'est beaucoup plus clair aussi, on comprend bien le lien avec l'homoparentalité, c'est parfait. Euh, Puis d'ailleurs, ça me ramène un peu au titre de ton livre, parce que tu me parles justement qu'il y a une forme de contrat familial qui transparaît dans la loi. Est-ce que tu peux un peu plus m'expliquer le concept que tu as choisi pour le titre de ton livre, c'est-à-dire le concept du contrat familial? Oui, c'était en fait pour opposer, j'ai opposé la dimension en fait de contrat à la dimension d'institution. L'institution, c'est ce qui s'impose à l'individu. Le contrat, ce que l'individu fait avec sa volonté. Et le contrat, c'est plus l'ordre public, alors que l'institution, c'est l'ordre public, alors que le contrat, c'est plus l'ordre privé, c'est-à-dire la manière dans laquelle l'individu construit sa vie privée et familiale. Et donc, je dis, la famille par contrat, c'était de dire, eh bien, laissons aux individus de faire famille.
Ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au droit de dire il y a les bonnes familles, il y a les familles qui sont pas bien. Non. Enfin, aujourd'hui, tout montre que pour l'intérêt de l'enfant, et ça, c'est la question clé aujourd'hui en droit, c'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est la seule, comment dire, boussole qu'on a. C'est ce qui structure aujourd'hui la vie familiale et le droit de la famille, c'est l'intérêt de l'enfant. Mais l'intérêt de l'enfant ne veut pas dire qu'il faut que l'enfant soit avec un couple hétérosexuel. L'hétérosexualité n'est pas une garantie en fait d'épanouissement de la vie de l'enfant. Qu'il n'y avait pas une essence de la famille, qu'il n'y avait pas une nature de la famille, qu'il n'y avait pas une famille qui était essentiellement, naturellement plus à même de garantir l'intérêt de l'enfant. Mais par rapport à ce que j'avais dit de la volonté, la différence qu'on avait tout de suite vue avec les familles homoparentales, c'est qu'on n'arrive jamais à la parenté ou à la filiation par accident. C'est toujours réfléchi. Et c'est toujours, en tout cas encore en France, je ne sais pas au Canada, mais c'est toujours le parcours du combattant. Parce qu'aujourd'hui, pour obtenir l'agrément pour adopter un enfant quand on est homosexuel, quand on est gay, lesbienne ou quand on est en couple, c'est très compliqué parce que, eh bien, les assistances sociales, il y a toujours cet implicite hétérosexuel qui va préférer une famille traditionnelle parce qu'ils sont encore la représentation que c'est mieux pour l'enfant d'avoir un papa, une maman. Bon, ça, c'est pas légal, c'est même contraire à la loi parce que c'est discriminatoire, mais c'est une pratique de l'agence de l'adoption. Ben, c'est très, très difficile parce que c'est implicite. Et bien après, bon, on peut pas. Tu vois, c'est compliqué d'échanger une pratique institutionnelle. On peut changer la loi, mais la pratique institutionnelle demeure. Eh bien, bon, mais comme je disais, ce qui permettait de nous dire que peut-être il y avait moins de problèmes avec des familles homoparentales, c'est que l'enfant n'était jamais un accident. Ça a été voulu et voulu de telle sorte qu'on était prêt à passer par tous ces parcours du combattant, que ce soit pour l'adoption, que ce soit pour l'assistance médicale à la procréation, parce que comme tu sais, c'est toujours interdit en France. Puis c'est vraiment intéressant tout ça. Puis il y a un point que je trouve très important que tu as mentionné au début de cette question-là. Tu nous as expliqué justement comment est-ce que l'individu est devenu plus important que la tradition. Puis, ce que je voulais savoir avec toi, c'est comment est-ce que le fait de placer justement l'individu au centre plutôt que la tradition euh, a permis de mobiliser des connaissances sur la diversité sexuelle et de genre, de favoriser une lutte aussi pour l'égalité. Puis, comment est-ce que cela a transformé la structure familiale traditionnelle, selon toi? Ouais. Eh bien, c'est toujours dans cette idée que c'est peut-être une manière aussi propre un peu de travailler en France, c'est qu'on essaye toujours de monter en généralité, plus que la méthode déductive anglo-saxonne. Enfin, nous, on a cette espèce d'idée de voir un peu, et dans cette idée un peu de monter dans la pensée en généralité, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était de voir en fait que pourquoi il y avait une résistance aux familles homoparentales, pourquoi il y avait une résistance au mariage entre personnes de même sexe, enfin, d'où venait cette résistance, et au fond, si ces résistances c'était pas seulement, si c'était uniquement de l'homophobie, parce que si c'est uniquement de l'homophobie, bah, c'est vite réglé. Bah, il y a des gens qui sont homophobes, ça on peut le comprendre, c'est bon. Mais ce qui m'intéressait, c'était aller un peu plus loin, parce qu'en fait, dire ça, c'était, bon, bah, on finit notre entretien, tout est dit, quoi. Alors, ce qui était pour moi beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment, au fond, il y avait un combat, en tout cas en France, contre la modernité. Un véritable combat contre la modernité et les valeurs de la modernité. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée sous-jacente qu'au fond, si on laisse l'individu faire ce qu'il veut, la volonté individuelle, nécessairement, est une volonté égoïste, est une volonté qui va produire une désintégration sociale et que c'est une volonté qui va aller à l'encontre de l'intérêt supérieur de la nation ou de l'ordre public ou de la société. Donc, opposer toujours l'individu à la communauté, l'individu à la collectivité ou l'individu au social. Et au fond, je me rendais compte que les personnes qui étaient contre le mariage pour tous, ce sont les mêmes qui étaient contre l'IVG, ce sont les mêmes arguments qui étaient contre le fait de donner l'égalité dans les noms patronymiques, c'était les mêmes qui sont contre l'euthanasie, qui sont contre bon, la GPA, etc., etc. Et donc on voyait là qu'il y avait au fond un combat qui n'était pas simplement de l'ordre de l'homophobie ou de l'hétérosexisme implicite ou explicite, mais qui était quand même un projet de société. Eh bien, c'est le modèle de société antilibérale,
enfin, contre la société libérale, contre la société, contre la démocratie libérale et contre les principes de l'individualisme. Et on revient toujours à cette idée qu'il y aurait un ordre naturel qui placerait les animaux inférieurs, les humains supérieurs, la femme d'un rôle, les hommes d'un certain rôle, les familles qui sont les mieux à même de construire des citoyens que d'autres familles, etc., etc. Tu vois. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est de détecter dans tous ces combats, pas simplement l'hostilité anti-LGBTIQ, mais surtout l'hostilité plus générale, parce que je trouve que c'est beaucoup plus grave. Enfin, toutes ces attaques, c'est pas simplement des attaques à une communauté LGBTIQ, tout ce que tu veux. Ce n'est pas une attaque seulement à ça. C'est l'attaque aussi à des valeurs qui sont fondateurs de la modernité. Et cette modernité, qu'est-ce qu'elle dit grosso modo? Que l'individu est supérieur au social, et que l'individu peut s'émanciper de la tradition, de toutes les traditions, de la tradition religieuse, de la tradition des genres, de la tradition intellectuelle, enfin, bon, c'est, ou pas, ou il peut épouser toutes ces traditions, mais en tout cas, il est libre. C'est peut-être une utopie, c'est peut-être impossible, enfin, c'est peut-être qu'on est allé trop loin, je ne sais pas, mais enfin, moi je ne crois pas. Mais en tout cas, ce qui est assez génial de cette idée de la modernité, c'est d'un coup de placer au centre l'individu et de considérer que cet individu peut s'émanciper. Et s'il peut s'émanciper, il va s'émanciper même de ce qui apparaît comme les plus naturels, c'est-à-dire son genre. Et si lui, il peut s'émanciper de ce qui apparaît comme les plus naturels, on voit toute l'hostilité à la question de l'identité des genres qui est liée aussi à ça. Je veux dire, bon, d'accord, on peut tout faire, mais enfin, aller quand même contre ton sexe, c'est trop. Parce que ton sexe, c'est quand même naturel. Enfin, on voit quand même ce discours naturaliste derrière ça et dirait bien non. Dans notre tradition libérale, enfin, dans ce qui fonde la modernité avec ses institutions constitutionnelles, conventionnelles, enfin, juridiques et politiques, eh bien, l'individu peut même s'émanciper de son genre, y compris avec un changement d'état civil, un changement corporel, tout ce que tu veux. Donc, ça, c'est la figure paradigmatique de l'émancipation. Et donc je crois que c'est cette figure de l'émancipation, de l'individu émancipé, qui choque beaucoup le conservateur, parce que c'est considéré comme un individu qui n'est pas enraciné, comme un individu qui n'est pas inscrit dans une histoire, comme un individu qui se présente lui-même comme autonome et comme autosuffisant. Mais c'est très bien, puisque évidemment que cet individu est autonome, y compris pour choisir la tradition. Il peut devenir tout à fait un catholique pratiquant, enfin, depuis conventionnel, mais par choix, pas par nécessité. Et c'est ça, je crois, comment dire, la grandeur de la modernité. C'est le fait de pouvoir permettre l'émancipation, y compris pour revenir à la tradition. Mais ça, les conservateurs n'arrivent pas à le voir clairement. C'est pour ça qu'on attaque ça, parce qu'au fond, on a peur, je pense, de l'individu. Savoir. Et si on retourne un peu maintenant, puis merci pour ces explications très détaillées, ça aide beaucoup à comprendre ce que tu entends par la modernité, puis comment ça est lié justement avec l'homoparentalité, la construction de la famille. Oui. Si on revient maintenant un peu plus sur un plan plus juridique, et là tu pourras détailler pour nous expliquer un peu pour les néophytes. Oui. Tu avances que la contractualisation et la déjudiciarisation permettront une plus grande reconnaissance des familles LGBTQ+, ainsi que toutes les configurations familiales, incluant le polyamour. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux concepts juridiques, soit la déjudiciarisation et la contractualisation, puis nous parler de leur impact en termes de reconnaissance des familles? D'accord. Donc, contractualisation, ce que j'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'on va construire la vie familiale à partir de la volonté individuelle. Et la volonté individuelle, c'est deux personnes. Et la volonté, pour moi, n'a pas de sexe, n'a pas de genre. La volonté, c'est l'esprit, enfin, c'est un acte de l'intelligence, enfin, n'est pas genré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, si on parle de la volonté et du contrat comme un accord des volontés, peu importe, bon, la seule chose que je vais regarder, si la personne est capable de consentir à cette volonté, c'est-à-dire qu'il soit majeur, qu'il n'y ait pas donc des contraintes, etc., etc. Mais du moment qu'il y a donc un consentement qui est libre et éclairé, on peut construire ce qu'on veut avec des individus adultes consentants. Bon, que la polygamie est une institution sexiste et inégalitaire,
parce que c'était une institution de l'oppression des femmes, parce que c'est toujours un homme qui dispose de plusieurs femmes. La justice brésilienne accepte aujourd'hui qu'il puisse avoir des contrats, des partenariats entre trois femmes, deux hommes et une femme, deux hommes et deux femmes. Bon, voilà. Et l'État ne rentre pas à l'intérieur de cette contractualisation de leur vie privée, de leur vie familiale. Bon. Voilà pour ce qui est de la contractualisation. Et la déjudiciarisation, c'était de dire qu'il fallait, pour ce qui est de la question de l'identité des genres, ne pas encore attendre qu'il y ait une autorisation judiciaire pour qu'il y ait un changement de l'état civil. Et là, je me place du côté de la loi argentine à laquelle j'ai pu participer, ou de la loi danoise, qui s'est beaucoup inspirée de la loi argentine, c'est-à-dire la déjudiciarisation ne suffit pas, il faut aussi faire une déjudiciarisation, c'est-à-dire que l'individu puisse passer du juge, sans passer du juge et sans passer du médecin pour que l'administration change son état civil. Bon, voilà, ça pour l'individu. Et pour la famille, c'était surtout, je me battais pour la possibilité qu'il y ait un divorce sans juge. C'est-à-dire qu'on puisse divorcer simplement devant le notaire si tout le monde était d'accord. Enfin, je ne voyais pas pourquoi, si tout le monde est d'accord, on devait absolument passer devant le juge. C'était comme une sorte de contrôle quand même de l'État par rapport à tout ça. Donc je me suis dit que plus on allait vers la contractualisation et vers la déjudiciarisation, plus évidemment on pouvait laisser entrer dans la norme, parlons des normes maintenant, je vais après la critiquer, mais parlons de normes, la norme familiale, on pouvait plus laisser rentrer dans la norme des gens, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur sexe, de leur identité de genre, enfin tout ça, ça devient complètement secondaire, parce que ce qui compte, c'est la volonté. D'accord. Et puis maintenant, j'ai dit la norme. Pourquoi? Parce que moi, quand je parle de normes, je pense qu'il faut aussi, et je crois que c'est une autre idée par rapport à notre chaire sur l'homophobie, d'un point de vue intellectuel et académique, c'est il ne suffit pas pour moi de travailler sur l'égalité. Donc on a beaucoup parlé d'égalité, d'égalité devant la loi, d'égalité dans le mariage, des possibilités d'accéder à la parenté, à la filiation, mais je crois que l'égalité doit être accompagnée de la critique de la norme. Parce que ce que je vois, c'est que finalement, le fait que le mariage soit ouvert aux personnes de même sexe n'a pas beaucoup changé la nature même du mariage, ne l'a pas rendu beaucoup plus contractuel. C'est comme si en fait les personnes LGBT se sont soumises à l'institution matrimoniale. Et moi je dis la critique de la norme, c'est pas, enfin moi je ne crois pas que l'idée c'est faire des bons maris ou des bonnes épouses homosexuels ou des bons soldats gays et lesbiennes. Les bons soldats, les bons maris, les bons prêtres, parce qu'il y a même aussi des églises protestantes qui admettent dans la hiérarchie en fait de la religion qui est aussi des prêtres ou qui est aussi des prêtresses, enfin des pasteurs, femmes lesbiennes ou hommes gays. Mais d'accord, pourquoi pas? Mais je reviens à ce que j'avais dit auparavant. Il ne s'agit pas simplement de rentrer dans la normalité. Il s'agit peut-être aussi de pouvoir mettre en question cette normalité, cet ordre de la norme familiale. Et la manière dans laquelle moi je trouvais qu'on pouvait critiquer l'ordre de la norme familiale, c'était par la contractualisation. Ce n'est que cette idée que l'on puisse reconnaître le polyamour, qui n'a rien à voir avec le mariage. Et qu'on est rentré dans le mariage, peut-être à ce moment-là, parce qu'il y avait une stratégie politique où il ne fallait pas critiquer, il fallait donc demander l'égalité parce que c'était plus facile, et on comprenait les stratégies politiques. Mais maintenant qu'il y a une égalité dans la loi, en l'occurrence la loi matrimoniale, pourquoi la réserver à deux personnes? Pourquoi ne pas ouvrir ça à plus de deux personnes? De même par rapport à la filiation. Donc, effectivement, à un moment donné, on l'avait pensé comme cela, mais aujourd'hui, les nouvelles formes de procréation assistée nous mènent à pouvoir, et j'associe là quelque chose de plus, peut-être, comment dire, de plus controversé dans la communauté scientifique et la communauté académique et même la communauté des militants LGBT, c'est les liens que je fais entre ces questions de contractualisation et de libre disposition de soi. Le lien que je fais, et c'est pour ça que je travaille aujourd'hui, c'est la GPA, la gestation pour autrui. C'est-à-dire la possibilité que l'on puisse penser la question de la gestation pour autrui dans ces paradigmes de la modernité et comme une continuité du débat qu'on avait commencé avec l'interruption volontaire des grossesses. Autrement dit, je me suis dit, c'est une proposition que je fais, enfin, c'est intéressant
peut-être que vous puissiez aussi débattre de ça au sein de la chaire, c'est de dire, bon, si l'on pense la GPA non pas tant comme une question familiale, non pas tant comme une question qui a à voir avec une nouvelle forme de constitution d'une filiation, bon, grâce à l'intervention d'une mère, enfin d'une femme porteuse, mais d'un point de vue de l'émancipation, de l'histoire de l'émancipation de femmes, et de me dire, est-ce que la GPA ne peut pas être lue dans la continuité de l'IVG? Autrement dit, si une femme est libre de disposer de son corps quand elle est enceinte, et pour mettre fin donc à une grossesse non désirée, non voulue, pourquoi cette femme ne pourrait pas être libre pour mettre à terme une grossesse, non pas pour elle, mais pour autrui? Et il y a là toute la question de la maternité pour soi et la maternité pour autrui. Et les liens entre être mère pour soi et ne pas l'être parce qu'on a la possibilité institutionnellement dans nos pays de pratiquer une IVG, et la possibilité aussi peut-être de pouvoir disposer de soi pour donner la possibilité à des tiers, à un couple homo ou hétéro ou à une femme, etc., de pouvoir donc avoir accès à un projet parental. Et bah, je dis oui, mais un libéralisme dans les bons sens du terme, c'est-à-dire un libéralisme culturel, un libéralisme moral, un libéralisme de placer la liberté au sein de mon appareil conceptuel. C'est parfait, Daniel. Justement, je voulais parler de la loi sur la bioéthique avec toi, puis on y reviendra, mais je voudrais revenir juste pour être sûr que j'ai bien saisi la contractualisation, puis la déjudiciarisation, puis comment est-ce que ça impacte les différentes configurations familiales. Donc, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que si on déjudiciarise, donc on ne pénalise pas, et qu'on permet justement aux gens de créer leur propre contrat familial, donc leur propre structure, que ça soit monogame, polyamour, non monogame, etc. Et l'homoparentalité, bien sûr, ça permet justement de créer une plus grande reconnaissance puis une plus grande diversité. Donc, c'est pas seulement de les inclure dans la norme, mais de leur donner vraiment une place qui est centrale, puis une liberté aussi. Oui, chacun construit sa norme familiale au fond. C'est parfait. Justement, la contractualisation, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans un système modélique. Il n'y a plus un modèle. Chacun construit ses propres modèles. Ici, on revient à la loi sur la bioéthique parce qu'en France, chez vous, là, au cours de la dernière année, il y a eu un grand débat sur la loi bioéthique, donc qui comporte des modalités pour l'IVG, justement, donc interruption volontaire de grossesse, la gestation pour autrui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la révision de cette grande loi-là sur la disposition des corps? Oui. En fait, on a une loi bioéthique qui est très propre à la France, c'est-à-dire que c'est une loi qui ne traite pas de l'IVG ni de la GPA parce que c'est exclu dans la loi, Ah, comme d'accord. l'identité des genres non plus. Enfin, mais c'est des questions éminemment bioéthiques. Mais dans la loi bioéthique, on va traiter des questions qui sont liées au don d'organes, à la question de l'imagerie cérébrale et surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est la question de la parenté et les procréations médicalement assistées. C'est pour ça qu'il y a tous ces débats sur la PMA et qu'on n'a pas voulu qu'il y ait la GPA. Donc, quand il y a eu, bon, maintenant tout est suspendu et un peu interrompu, mais la loi devait être votée déjà il y a un mois. Et la loi, donc, ce que je dis, c'est que cette loi bioéthique apparaît en France un peu comme une sorte de magistère, c'est-à-dire qu'on va, tous les 7 ans, maintenant tous les 5 ans, on va réunir toutes les forces politiques, toutes les forces religieuses, les intellectuels, bon, il y a des grandes auditions, et c'est l'État qui organise tout ça. Comme si effectivement, tous les 5 ans, on va se dire, mais voyons maintenant quelle est la situation des questions fondamentales comme la vie, la mort, la disposition de soi, la parenté, etc. Et que c'est l'État qui doit organiser tout cela. C'est vraiment très jacobin, c'est du haut vers le bas. Et, bon. Et déjà, je trouve la technique un peu, je la trouve un peu étrange et parfois même un peu paternaliste, pour tout te dire. Mais bon, laissons de côté ce que j'en pense sur cette structure-là, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle produit, ce système. Et le système produit quelque chose qui est, en fait, de l'ordre de pas une plus grande disponibilité, mais je vais dire une plus grande indisponibilité.
Mais pourquoi, d'où ça vient cette difficulté qui est à l'État et les institutions à pouvoir accepter qu'on puisse disposer de notre vie? Et c'est toujours le même discours qu'on revoit apparaître, c'est-à-dire on n'est pas finalement propriétaire de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est supérieur à nous en tant qu'individus, que ce soit la collectivité, la société, Dieu pour les croyants, etc., l'État ou la République. Il y a toujours quelque chose qui est un peu supérieur à nous, qui nous structure, qui nous dépasse et qui organise finalement même notre vie la plus intime. Donc on ne peut pas disposer de sa vie, on ne peut pas disposer de sa mort, on peut disposer de son sexe parce qu'on a la possibilité depuis 2016 d'échanger d'état civil, mais il faut toujours passer devant le juge. Il faut toujours l'homologation judiciaire, c'est-à-dire que l'État doit dire, eh bien voilà, oui, maintenant je vous autorise à changer votre genre. Tu vois? Il y a toujours ça. Et on ne peut toujours pas disposer de son corps pour une gestation pour autrui. Et on ne peut toujours pas disposer de son corps quand on est en couple en femme pour pouvoir avoir un enfant par procréation médicalement assistée. Ce qui est complètement hypocrite parce que les femmes qui ont le moyen vont partir en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, enfin, pardon, en Belgique, aux Pays-Bas, pour se faire inséminer et puis après, par l'adoption, avoir un projet parental concrétisé. Mhm. Puis d'ailleurs, par rapport à la PMA, tu nous expliques que c'est toujours pas possible. Euh, donc, dans le fond, le fait qu'il n'y ait pas cette possibilité-là, quel est l'impact que tu vois que ça a sur la lutte contre l'homophobie et pour la reconnaissance des personnes LGBTQ? Euh, Bien. Et bon, la loi va être adoptée, puisqu'en fait, ça a été adopté par le Parlement, c'est passé au Sénat, le Sénat l'a adopté, ça va revenir au Parlement. Bon, maintenant, on est dans cette pandémie qui nous empêche de continuer dans la normalité démocratique. Mais la loi sera adoptée. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les débats autour de la loi et toutes les résistances à cette loi, qui étaient, encore une fois, un mépris pour les familles homoparentales, les familles monoparentales. Un mépris dans les discours psychologiques, religieux, institutionnels, de certains juristes, de certains philosophes, de certaines personnes enfin, qui incarnent ces discours-là, de dire, eh bien, ce n'est pas bien pour un enfant d'avoir deux mères, et encore, n'en parlons pas de mères lesbiennes, enfin, mais déjà deux mères, enfin, de dire deux femmes, et ce n'est pas bien pour l'enfant d'avoir une femme qui puisse, donc, en fait, imaginer qu'elle va constituer une vie familiale avec une absence paternelle. Et si tu veux, en France, on n'appelait pas procréation médicalement assistée comme nous, on parlait de PMA pour toutes, c'était PMA sans père. Tu vois bien comment les détracteurs de la PMA, de l'élargissement de la PMA, parce qu'en fait, moi, déjà, ce que j'avais expliqué, c'est qu'il n'y avait pas lieu de débattre sur la PMA. La progression médicalement assistée existe en France, la PMA est acceptée, il y a eu des débats depuis des années, il y a eu 3 révisions de la loi bioéthique, donc tout le monde accepte aujourd'hui socialement la PMA. C'était simplement d'élargir la technique de la PMA qui était réservée aux couples hétérosexuels, aux couples homosexuels, aux couples des femmes et aux femmes célibataires ou aux femmes seules. Donc voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose que de continuer à débattre si c'est bien ou pas bien la PMA. Enfin, on ne va pas mettre sur le dos des couples lesbiennes tous les débats sur la technique, la place de la technique, la maternité voulue. Enfin, vous voyez, à chaque fois, c'est comme si on utilisait les combats pour l'égalité pour remettre en question tous les acquis sociaux. Bon, mhm. ça, tu Puis, vois? oui, puis quel impact positif tu crois que la PMA pour les couples de femmes ou les femmes monoparentales, ça aura pour la reconnaissance des droits et de la lutte LGBTQ dans Ben, le je trouve futur? Ben oui, parce que je trouve qu'effectivement, d'une part, c'était de dire que faire entrer dans la norme familiale le couple de femmes, ce qui a de plus important, c'est-à-dire donner le permis de pouvoir constituer une famille et éduquer des enfants, c'est faire confiance à ces femmes d'un point de vue institutionnel. Et je trouve que tous ces opposants, c'était de dire on ne peut pas faire confiance à ces femmes-là. Et ça, je trouvais ça insultant pour ces femmes. Donc, c'est pour ça que c'était important pour les combats LGBT de défendre les projets parentaux des femmes parce que c'était en quelque sorte aussi un combat politique, même s'il n'y avait pas la conscience de mener un combat politique, mais c'était un combat politique qui consistait à dire, eh bien, aujourd'hui, dans nos sociétés, un couple de femmes, un couple de lesbiennes est capable de pouvoir faire un enfant et l'éduquer.
et faire de cet enfant un citoyen aussi valable que les citoyens, que les couples traditionnels ont fait depuis la nuit des temps. Et c'est ça qui était important. Et puis aussi pour les femmes seules, parce que aussi on attaquait beaucoup l'irresponsabilité. Enfin, je reprends les arguments des conservateurs en France, c'était l'irresponsabilité de laisser une femme de se faire un enfant comme un désir égoïste. Bah, comme si, au fond, tous les agencements familiaux n'étaient pas égoïstes. Enfin, bah, peut-être, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ça. C'est-à-dire, ça peut être une démarche égoïste que de faire un enfant, mais si cet enfant est aimé, éduqué et soutenu, ben c'est très bien. Enfin, l'État n'a rien à dire, la loi non plus, voyez, tu vois. Donc aussi, c'était le fait de considérer irresponsable la femme seule qui décidait de faire un enfant sans un homme. Et revenait toujours cette idée un peu phallocrate, au fond, de considérer que l'enfant a toujours besoin de l'homme au sein de la famille. Parce que s'il n'y a pas d'homme, l'enfant ne sera jamais vraiment un individu complet, ne deviendra pas vraiment un adulte, quoi. J'ai trouvé ça quand même, enfin, ressortir tous ces arguments pseudo-psychanalytiques, voilà, de la vulgate psychologique, de nous dire que voilà, l'enfant qui serait avec la mère ne deviendrait jamais un adulte au XXIe siècle, enfin, ça me semblait quand même un fort de café, et c'est pour ça que je l'ai critiqué, mais comme je t'ai dit, pas simplement d'un point de vue du combat LGBT, mais aussi du combat pour l'égalité des femmes, pour les femmes célibataires, et pour l'égalité de l'individu émancipé, de toutes ces choses-là. Ben, c'est parfait. Ça ferait le tour de notre deuxième capsule sur le contrat familial. Merci beaucoup, Daniel. Ben, je t'en prie, merci à toi.